Le soleil tombait lentement sur la terre rouge du Paraná. La chaleur était si forte que même les pierres semblaient respirer. Dans cette petite ville perdue entre les collines sèches, les jours se ressemblaient tous. Poussière, silence, des regards pleins de jugement. Helena marchait seule sur le chemin principal, tenant une petite corbeille remplie d'œufs et de morceaux de dentelle. Sa jambe droite traînait un peu, laissant une trace fine dans la poussière. À chaque pas, elle sentait la douleur remonter jusqu'à sa hanche, mais elle ne disait rien. Depuis longtemps, elle avait appris à ne pas se plaindre. Les gens la regardaient passer sans un mot, mais leurs yeux parlaient pour eux. Certains murmuraient « Voilà la boiteuse ». D'autres riaient plus fort, pensant qu'elle n'entendait pas. Helena baissait la tête et continuait, le cœur serré. Dans tout le village, on l'appelait la manchotte, un mot qui piquait plus fort qu'une épine. Elle avait 20 ans, mais on aurait pu lui en donner 30. La ville avait usé avant l'heure. Son père était mort d'une fièvre quand elle avait 10 ans, et sa mère, Donna Amelia, gagnait quelques sous en lavant le linge des riches. Leur petite maison en bois se trouvait au bout du village, près d'un ruisseau presque sec. Là, Helena cousait, brodait et rêvait d'un autre destin. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, préparait le feu, allait chercher l'eau, puis, assise sur un tabouret bancal, elle travaillait jusqu'à la nuit. Le bruit de l'aiguille dans le tissu était la seule musique de ses journées. Parfois, elle s'arrêtait un instant, regardait sa jambe et murmurait « Pourquoi moi ?» Mais personne ne répondait, sauf le vent. Ce samedi-là, elle devait aller au marché vendre ses broderies. Le chemin était long, presque 2 kilomètres, et chaque pas lui coûtait un effort. Quand elle arriva enfin sur la place, les gens installaient déjà leurs étals. Légumes, farine, tissus, tout brillait sous le soleil du matin. Helena posa sa corbeille sur une table vide et essuya la sueur de son front. Elle essaya d'oublier les regards. Mais 2 garçons riaient fort non loin d'elle, Valdo et Neko. Toujours les mêmes. Depuis l'enfance, ils la suivaient de leurs moqueries comme des chiens errants. « Hé, Helena !» cria Valdo. « Tu veux danser avec moi ?»« Ah non, tu vas tomber !» Les rires éclatèrent. Helena sentit ses joues brûler. Elle voulut partir, mais ses jambes tremblaient. C'est alors qu'une voix grave retentit derrière eux. « Ça suffit !» Les rires s'arrêtèrent net. Afonso venait d'arriver. Grand, le visage brûlé par le soleil, les mains couvertes de terre. C'était un fermier pauvre, mais respecté par ceux qui connaissaient sa droiture. Il regarda Valdo droit dans les yeux. « Homme de vérité ne rit pas de la douleur des autres », dit-il lentement. Les 2 jeunes baissèrent la tête, murmurant quelque chose avant de s'éloigner. Afonso se tourna vers Helena. « Laisse, dit-il doucement. Ces gens ne valent pas une larme de toi. » Elle ne sut quoi répondre. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Il prit la corbeille de ses mains. « Où veux-tu que je la mette ?» demanda-t-il. Helena hésita. Son cœur battait vite. « Là-bas, sur la table, merci. » Ils restèrent un moment en silence. Le vent passait entre les stands, soulevant un peu de poussière. « Tu vends tes broderies. Tiens, pour aider ma mère. » Il hocha la tête, puis lui tendit une pièce. « Je prends celle-ci, dit-il. Pour ma sœur. » Helena sourit faiblement. C'était la première fois qu'un homme achetait un de ses travaux sans la regarder avec pitié. Quand le marché se termina, Afonso lui proposa de la raccompagner. Elle voulut refuser, mais ses jambes étaient lourdes et le soleil tombait déjà. Alors elle accepta. Sur le chemin du retour, ils ne parlèrent presque pas. Le silence n'était pas gênant. Il était doux, comme un repos après une longue fatigue. Devant la petite maison, Helena s'arrêta. « Merci, dit-elle. « De rien. Et si quelqu'un t'embête encore, dis-le-moi. » Elle baissa les yeux émue. « Pourquoi tu fais ça ?»« Parce que tout le monde mérite un peu de respect. Même ici. » Afonso repartit, le chapeau à la main. Helena le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la lumière dorée du soir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Helena se coucha avec un sourire. Elle ne savait pas encore que cet homme allait changer sa vie. Le lendemain du marché, la petite ville du Paraná semblait plus agitée que d'habitude. Dans les ruelles pleines de poussière, les femmes parlaient à voix basse. Les hommes faisaient semblant de ne rien écouter, mais leurs oreilles restaient grandes ouvertes. « Tu as vu, hier ?» chuchota Donna Candida à la porte de son épicerie. Le fermier Afonso apportait la corbeille de la boiteuse. « Oh, oui !» répondit l'autre en écarquillant les yeux. « On dirait qu'il veut se marier avec la malchance elle-même. » Les rires s'élevèrent, étouffés, cruels. Dans cette ville, une rumeur naissait plus vite qu'un vent d'orage. Helena ne savait rien de tout cela. Ce matin-là, elle étendait le linge derrière la maison, les mains trempées d'eau savonneuse. Sa mère la regardait en silence.
Tu sembles plus joyeuse depuis hier, dit Donna Amelia. Elena rougit. Non, c'est juste que j'ai bien vendu au marché. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas seulement ça. Depuis la rencontre avec Afonso, elle se sentait un peu plus légère, un peu plus vivante. Afonso, de son côté, n'arrivait pas à chasser son image de l'esprit. Il pensait à son regard doux, à sa voix timide. Sur sa petite ferme, il travaillait du matin au soir, labourant la terre, nourrissant les bêtes, mais chaque coup de pelle lui rappelait le sourire discret d'Elena. 3 jours plus tard, il passa près de la maison d'Amelia. Il avait une charrette remplie de maïs. « Bonjour », dit-il en s'arrêtant devant la porte. « J'apporte un peu de maïs, il y en a trop pour moi. » Elena sortit, surprise. « Tu veux me le vendre ?» demanda-t-elle. « Non, c'est un cadeau. J'en ai toujours un peu de trop. » Elle hésita puis prit quelques épis. « Merci, mais ma mère n'aime pas qu'on nous fasse la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit-il calmement. « C'est de l'amitié. » Le mot resta suspendu dans l'air. « Amitié. » Elena le répéta intérieurement comme un secret précieux. À partir de ce jour, Afonso revint de temps en temps. Il apportait du bois, des graines, parfois un livre trouvé au marché. Ils parlaient peu, mais leur silence valait plus que 1000 mots. Un après-midi, il lui montra un petit sentier derrière la maison. « J'ai vu que tu marches ici souvent. Si tu veux, je peux t'aider à t'entraîner. » Elena fronça les sourcils. « T'entraîner? Pourquoi faire? Pour marcher plus droit, peut-être. » Alors il planta dans la terre des petits bâtons reliés par une corde. « Tu peux suivre la corde pas à pas. Ça t'aidera à garder ton équilibre. » Elle resta sans voix. Personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi gentil pour elle. Les jours passèrent ainsi, simples, calmes. Mais la ville, elle, ne dormait jamais. Les langues des voisines ne se reposaient pas. « Regarde-les, » disait Valdo au bar, un verre à la main. La boiteuse et le pauvre fermier. « 2 malheureux ensemble, quelle histoire! Elles devraient se marier, » ajouta Neko en riant. Comme ça, on aurait un bon sujet de fête. Ces mots volèrent de bouche en bouche jusqu'à arriver aux oreilles de Donna Amelia. Le soir même, elle parla à sa fille d'un ton inquiet. « Ma fille, fais attention. Les gens parlent. Tu sais comment ils sont ici. Maman, Afonso est bon. Il ne veut pas de mal. » « Je sais, mais la bonté attire la méchanceté, ma fille. » Elena se tut. Elle connaissait trop bien cette vérité. Quelques jours plus tard, alors qu'elle cousait à la fenêtre, Afonso arriva avec un sourire. « J'ai réparé ta barrière. Le vent l'avait cassée. Tu n'avais pas besoin... » « Si. J'aime que tout soit en ordre. » Elle sourit puis baissa les yeux. « Ah, si tu es toujours gentil. »« Ce n'est pas de la gentillesse, » dit-il doucement. « C'est du respect. » À cet instant, le vent souffla fort, soulevant la poussière autour d'eux. Elena sentit une chaleur étrange envahir son cœur. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait regardée sans honte. Mais derrière la colline, les nuages s'assombrissaient. Les rires, les murmures, les jugements, tout grandissait comme une tempête invisible. Et pendant que le village parlait, 2 âmes solitaires apprenaient lentement à se reconnaître dans le silence du sertan. Les semaines passèrent lentement, rythmées par le chant des cigales et le bruit des sabots sur la terre sèche. L'hiver approchait dans le sertan du Paraná, mais la chaleur restait lourde, presque étouffante. Chaque matin, Afonso travaillait dans sa petite ferme, et chaque après-midi, il trouvait une excuse pour passer près de la maison d'Elena. Parfois, il disait venir chercher du bois, parfois qu'il voulait voir si la clôture tenait toujours. En vérité, il venait juste pour la voir. Elena, de son côté, attendait ses visites sans oser se l'avouer. Quand elle l'apercevait de loin, son cœur battait un peu plus fort. Elle préparait du café, essuyait ses mains dans son tablier et feignait la surprise. « Oh, Afonso, tu es encore là ?»« Je passais seulement, » disait-il avec un sourire. Il s'asseyait sur le vieux banc sous le manguier, parlant du temps, des récoltes, des bêtes. Parfois, il restait silencieux, écoutant simplement le vent. Un jour, Afonso apporta un petit sac de graines de tournesol. « Plante-les ici, » proposa-t-il. « Elles aiment la lumière, et elles poussent vite. »« Comme moi ?» répondit-elle en riant doucement. « Toi aussi, tu aimes la lumière, même si tu crois le contraire. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur d'Elena. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Elle les répéta plusieurs fois en secret, avant de s'endormir ce soir-là. Mais pendant que leur amitié se tissait, le village grondait. Les conversations dans les maisons devenaient de plus en plus méchantes. « Il passe tout son temps chez elle, » disait Donna Candida. « Ce n'est pas normal. Et elle, avec sa jambe tordue, elle doit lui jeter des sorts, » murmurait une autre.
Les hommes au bar riaient fort. Ce pauvre Afonso, il n'a trouvé que ça à aimer. Une fille cassée. Ces paroles, comme des flèches, finirent par atteindre Afonso lui-même. Un matin, il entra dans la boulangerie et sentit tous les regards sur lui. Personne ne disait rien, mais tout le monde savait. Il sortit sans acheter de pain, le visage fermé. Sur le chemin du retour, il se demanda s'il devait continuer à la voir. Mais à peine pensa-t-il à son regard, il sut qu'il ne pouvait pas s'en éloigner. Le soir même, il alla jusqu'à sa maison. Elena cousait à la lumière d'une lampe à pétrole. Quand elle le vit, elle devina tout de suite que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens parlent encore. Ils parlent toujours, murmura-t-elle. Et moi je marche toujours. Afonso la regarda longuement. Ça ne te fait pas mal? Bien sûr que si. Mais si je m'arrête chaque fois qu'il rit, je ne vivrai jamais. Il resta silencieux. Ses yeux brillaient dans la lumière jaune. Tu es plus forte que moi, Elena. Non, répondit-elle doucement. Je suis juste fatiguée d'avoir peur. Un silence profond s'installa. Au dehors, la lune éclairait la cour, et le vent faisait bouger la corde du petit sentier d'entraînement. Afonso se leva et alla jusqu'à la corde. « Montre-moi comment tu marches maintenant. » Elena hésita, mais elle se leva. Ses pas étaient encore lents, un peu hésitants, mais plus sûrs qu'avant. Elle avança jusqu'au bout, puis revint, respirant fort. « Tu vois ?» dit-il fièrement. « Chaque jour un peu mieux. » Elle rit. « Peut-être que je danserai un jour. »« Je te le promets, » répondit-il. À cet instant, leurs regards se croisèrent. Le temps sembla s'arrêter. Entre eux, il y avait quelque chose de nouveau, de fragile, mais de vrai. La nuit avançait. Afonso se leva pour partir. « Merci, Afonso, » murmura-t-elle. « Pour tout. C'est moi qui te remercie, Elena. Tu m'apprends à voir autrement. » Quand il s'en alla, elle resta debout un long moment à la porte, le regard perdu vers la colline. Elle savait que quelque chose venait de changer, mais derrière les murs de la ville, la jalousie grandissait. Les femmes parlaient de péché. Les hommes disaient qu'Afonso était fou. Même le curé commença à avertir ses fidèles contre les mauvaises fréquentations. Elena entendit quelques phrases dans le marché, des rires étouffés, des mots durs. Elle rentra les yeux pleins de larmes. Sa mère voulut la consoler, mais Elena secoua la tête. « Ils ne me feront plus pleurer, dit-elle. Pas cette fois. » Et pourtant, la rumeur continuait à se propager, comme un feu invisible qui dévore tout sur son passage. Un soir, alors qu'elle regardait les étoiles, Elena se fit une promesse. Elle garderait son secret, quoi qu'il arrive. Celui caché sous le plancher, celui qui pouvait tout changer. Car au fond de son cœur, une idée commençait à naître, une idée folle, mais pleine d'espoir. Peut-être qu'un jour elle pourrait marcher comme les autres. Peut-être qu'un jour elle danserait avec Afonso, devant tout le village. Et ce jour-là, personne n'oserait plus rire. La nuit était silencieuse dans le petit village du Paraná. Les chiens dormaient, les cigales chantaient faiblement, et la lune faisait briller la terre rouge comme une braise. Dans sa maison en bois, Elena ne dormait pas. Elle était assise près de son lit, les mains tremblantes. Sous les planches du plancher, à côté de la vieille table, se trouvait une petite boîte en fer. Elle la connaissait trop bien. Chaque fois qu'elle la regardait, son cœur se serrait. Ce soir-là, elle décida de l'ouvrir. Elle souleva les planches avec précaution. Le bois grinça légèrement. La boîte apparut couverte de poussière. Elle la prit, la posa sur ses genoux et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait 3 objets. Un petit carnet, quelques pièces de monnaie et une lettre pliée soigneusement. Elle prit la lettre et la relut à la lumière tremblante de la lampe. Les mots étaient déjà gravés dans sa mémoire. « Mademoiselle Elena, après examen, nous confirmons qu'une opération pourrait corriger la déformation de votre jambe. Le traitement est long et coûteux, mais les chances de succès sont réelles. Docteur Almeida, hôpital de Curitiba. » Elena referma la lettre avec précaution. Elle avait reçu ce papier 2 ans plus tôt, mais elle n'en avait parlé à personne, pas même à sa mère. Elle se souvenait du jour où tout avait commencé. Elle avait 12 ans. Les garçons du village, Valdo et Neko, la poursuivaient en riant, criant des mots méchants. Elle avait couru sur la Pinguela, ce vieux pont de bois au-dessus du ruisseau, et avait glissé. Le bruit de l'eau, la douleur, le cri de sa mère, tout lui revint d'un coup. L'os s'était brisé. La famille était trop pauvre pour payer un médecin. L'os avait mal guéri, tordu. Depuis ce jour-là, elle boitait. Et le rire des garçons n'avait jamais cessé. Elena essuya une larme et referma la boîte. Elle remit tout à sa place, sous le plancher. Elle savait qu'un jour elle partirait. Elle économiserait chaque pièce, chaque centavo jusqu'à pouvoir payer l'opération.
Pas pour devenir comme les autres, mais pour marcher librement, sans honte. Le lendemain matin, le soleil naquit rouge derrière les collines. Afonso passa comme d'habitude, apportant du bois. Il remarqua les cernes sous les yeux d'Elena. « Tu n'as pas dormi ?»« Pas beaucoup, » répondit-elle en souriant faiblement. « Tu penses encore à ce que disent les gens ?»« Non. »« À autre chose. » Il s'assit sur le banc. « Tu peux me parler, tu sais ?» Elle le regarda longuement. Elle voulut lui dire la vérité, lui montrer la lettre, la boîte, le rêve, mais quelque chose l'en empêcha. Elle avait peur qu'il veuille tout vendre pour l'aider, qu'il se sacrifie encore. Alors elle secoua la tête. « Non, ce n'est rien. » Afonso comprit qu'il y avait un secret, mais il ne posa pas de questions. Il avait appris à respecter le silence d'Elena. Les jours suivants, il vint encore, apportant de nouvelles planches pour réparer la clôture. Il construisit aussi un petit abri dans la cour pour qu'elle puisse s'y asseoir à l'ombre et broder sans souffrir du soleil. Un après-midi, alors qu'il fixait une planche, Elena s'approcha. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi, Afonso ?»« Parce que j'aime quand tu souris, » répondit-il simplement. Elle sentit son cœur se serrer. Aucun homme ne lui avait jamais dit cela. Elle voulut détourner le regard, mais il la retint doucement par la main. « Elena, dit-il, je ne sais pas ce que les autres pensent et je m'en moque. Je veux seulement que tu saches que je suis là. » Elle ne répondit pas. Ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Le soir venu, Afonso repartit vers sa ferme, le cœur léger. Pour la première fois, il avait osé parler sans peur, mais dans le village, les rumeurs s'intensifiaient. Donna Candida, au marché, racontait à tout le monde qu'elle les avait vus presque main dans la main. D'autres disaient qu'Elena ensorcelait Afonso avec ses yeux tristes. Les hommes ricanaient au bar. Les femmes chuchotaient devant l'église. Et pendant que la méchanceté se répandait, Elena cachait sa boîte chaque soir sous le plancher, comme si elle voulait y enfermer toute sa douleur et tous ses espoirs. Un soir, sa mère la trouva assise, le regard perdu. « Ma fille, que regardes-tu ainsi ?»« Le futur, maman. Peut-être qu'il existe encore pour moi. » Donna Amelia la prit dans ses bras sans comprendre, mais sentant au fond d'elle que sa fille préparait quelque chose d'important. Au dehors, le vent soufflait fort, faisant trembler les volets. Dans le ciel, les nuages s'amoncelaient, une tempête approchait, et avec elle les premières épreuves d'un amour encore fragile. Les jours s'étaient mis à changer dans le petit village. L'air semblait plus lourd, les regards plus froids. Ce n'était pas seulement le vent du sud qui approchait, mais quelque chose de plus sombre, la méchanceté des gens, devenue tempête. Chaque matin, quand Elena allait au puits ou au marché, elle sentait les chuchotements derrière elle. Les femmes faisaient semblant de ne pas la voir, puis riaient à demi-mot. Les enfants, imitant les adultes, lançaient parfois des pierres dans la poussière quand elle passait. Un jour au marché, Donna Candida lança à voix haute. « Alors, Elena, ton fermier ne t'accompagne pas aujourd'hui ?» Tout le monde rit. Elena sentit ses mains trembler. Mais elle ne répondit rien. Elle posa ses broderies sur la table et se concentra sur son travail. Le silence qu'elle imposait valait plus que n'importe quelle défense. Pourtant, au fond d'elle, une colère muette grandissait. Afonso, de son côté, ressentait la même pression. À la taverne, on se moquait de lui. « Hé, Afonso, tu vas épouser la boiteuse, c'est ça. Tu veux qu'on t'offre une canne pour la noce ?» Il serra les poings. Et une fois, il répliqua. « Mieux vaut marcher avec quelqu'un de vrai que courir avec des lâches. » Mais plus il la défendait, plus les rumeurs enflaient. On disait maintenant qu'ils vivaient déjà comme mari et femme. D'autres prétendaient qu'Elena allait lui soutirer de l'argent. Un dimanche, après la messe, le curé parla d'une voix sévère. « Mes enfants, il faut se garder des tentations et des mauvais exemples. Dieu voit tout. Il voit ceux qui s'unissent sans mariage et ceux qui s'éloignent du droit chemin. » Les fidèles baissèrent la tête. Tous savaient de qui il parlait. Elena, assise au dernier banc, sentit son cœur se briser. Afonso, debout près de la porte, la regardait sans pouvoir bouger. Quand la messe se termina, les gens sortirent lentement, laissant derrière eux une trace de jugement silencieux. Ce soir-là, Elena resta longtemps assise sur le seuil de la maison. Sa mère voulut parler, mais elle lui fit signe de se taire. « Laisse, maman. Les mots ne changent rien. » Puis elle ajouta d'une voix basse, « Je partirai un jour. Personne ne saura où. » Pendant les jours qui suivirent, Afonso continua à venir. Il apportait du pain, du lait, des nouvelles de la ferme. Mais il voyait bien qu'Elena s'éloignait peu à peu, comme si elle se cachait derrière un mur invisible. « Tu veux que j'arrête de venir ?» demanda-t-il un soir. « Non, dit-elle doucement,
Mais je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Elena, les gens parleront toujours. Autant leur donner raison pour de bonnes choses. Elle leva les yeux vers lui, surprise. Que veux-tu dire? Que je ne me cache plus. Je n'ai honte de rien. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Tu es un homme brave, Afonso. Mais moi, je ne le suis pas. Il prit sa main, la serra doucement. Tu n'es plus que tous ici. Ils restèrent ainsi un long moment sans parler. Le vent soufflait, faisant trembler les feuilles du manguier. Le lendemain, une nouvelle rumeur arriva. On disait qu'Afonso allait vendre une partie de ses terres pour aider Elena. C'était faux, mais le mal était fait. Valdo et Neko, ceux-là même qui l'avaient humilié enfant, répétaient partout que la boiteuse avait ensorcelé le fermier. Ils riaient, inventaient des histoires, racontaient même qu'ils l'avaient vu danser la nuit sous la lune. Afonso les affronta un jour sur la place du marché. « Tu devrais apprendre à te taire, Valdo, » dit-il d'un ton calme mais froid. « Et toi, tu devrais apprendre à choisir mieux tes femmes, » répondit l'autre en ricanant. Avant même qu'il n'ait fini sa phrase, Afonso lui donna un coup de poing. Valdo tomba dans la poussière. Le silence fut total. Puis quelqu'un cria. « Il a frappé Valdo à cause d'elle. » Les rumeurs explosèrent comme un feu de brousse. Cette nuit-là, Elena entendit frapper à la porte. C'était Afonso, la main bandée. « Je n'en pouvais plus, » dit-il. « Ils t'ont encore insulté. »« Tu n'aurais pas dû, » murmura-t-elle. « Maintenant, ils nous détesteront tous les deux. Qu'ils le fassent. »« Moi, je ne regrette rien. » Elle lui toucha doucement la main blessée. « Afonso, pourquoi tu fais tout ça ?»« Parce que je t'aime, » dit-il simplement. Le monde sembla s'arrêter. La lampe tremblait, projetant leur ombre sur le mur. Elena sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle n'avait jamais entendu ces mots. Elle voulut parler, mais aucune parole ne vint. Seules des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Afonso ne dit plus rien. Il se leva, posa sa main sur son épaule et sortit dans la nuit. Dehors, le vent hurlait. Dans le ciel, des éclairs déchiraient les nuages. Une véritable tempête éclata, comme si le ciel lui-même répondait à la colère de la ville. Elena resta debout, le cœur en feu. Elle regardait la pluie tomber, pensant à tout ce qu'elle avait perdu, et à tout ce qu'elle commençait à trouver. La pluie tomba toute la nuit sur le village. Une pluie lourde, violente qui lavait les toits, les rues et peut-être un peu les consciences. Les éclairs illuminaient le ciel du Paraná et les collines résonnaient du tonnerre. Elena ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, regardant l'eau tomber. Chaque goutte semblait frapper son cœur. Dehors, la terre se transformait en boue. Les chemins disparaissaient. Elle pensait à Afonso, à son regard plein de colère et de tendresse mêlée. À ces mots, « Je t'aime » qu'elle n'avait pas su répondre. Tout son être tremblait encore. Au matin, le vent avait calmé la pluie. Le ciel restait gris, le village silencieux, comme vidé de sa force. Elena sortit pour aller chercher de l'eau au puits. Les flaques brillaient sur le sol et les arbres semblaient plus verts, plus vivants. En approchant du puits, elle vit une silhouette venir du chemin de la ferme. C'était Afonso. Il portait un manteau humide, les cheveux collés par la pluie. Sa main encore bandée pendait le long de son corps. « Tu es venu malgré la tempête ?» demanda-t-elle étonnée. « Je n'allais pas te laisser seul. » Ils se regardèrent un moment sans rien dire. Le vent passait entre eux, chargé d'odeurs de terre mouillée. Elena s'assit sur le bord du puits. « Tu n'aurais pas dû te battre hier. Maintenant tout le village nous hait. »« Alors qu'ils nous haïssent, » répondit Afonso calmement. « Moi je ne peux pas haïr. » Elle baissa la tête. « Tu devrais me laisser tranquille, Afonso. Tu mérites mieux que moi. C'est toi que je veux, pas les regards des autres. » Ces mots étaient simples, mais ils avaient le poids du vrai. Elena sentit ses yeux brûler. « Tu ne comprends pas. Ma jambe, ma vie, tout ce que j'ai perdu. Tu ne peux pas aimer une femme comme moi. C'est toi qui ne comprends pas. Ce n'est pas ta jambe que j'aime, c'est ton courage. » Elle se leva brusquement, les larmes aux yeux. « Tu dis ça parce que tu ne sais pas tout. » cria-t-elle. « Alors dis-le-moi. » répondit-il doucement. Elle hésita, regardant autour d'elle. Puis elle secoua la tête. « Non, pas maintenant. » Afonso ne chercha pas à insister. Il s'approcha, posa une main sur son épaule. « Quand tu voudras parler, je serai là. » Il resta encore un moment, puis partit. Elena le regarda s'éloigner dans la brume, le cœur serré. Les jours suivants, le calme revint peu à peu. La pluie avait effacé les traces des querelles, mais pas celles du mépris. Les habitants du village continuaient à parler d'eux, mais plus bas, comme s'ils craignaient que le ciel encore chargé les entende. Un matin, Afonso envoya un petit garçon avec un panier. À l'intérieur, il y avait du pain, du maïs et une note. « Pour que tu n'aies pas à sortir aujourd'hui. »
Le chemin est encore boueux. Faisant chez Elena sourit malgré elle. Elle sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine. Le soir, elle ouvrit la boîte sous le plancher et ajouta 2 pièces d'argent. C'était tout ce qu'elle avait économisé cette semaine. Elle murmura. « Encore un peu et j'y arriverai. » Mais en fermant la boîte, elle eut une idée. Et si elle disait la vérité à Afonso? Peut-être qu'il comprendrait, qu'il l'aiderait sans la juger. Le lendemain, elle se rendit jusqu'à sa ferme. Le chemin était long, encore glissant de la pluie. Le vent portait une odeur de bois mouillé et de feuilles écrasées. Quand elle arriva, Afonso réparait la barrière. En la voyant, il laissa tomber le marteau. « Elena, tu es venue ?»« Oui, je devais te parler. » Ils s'assirent sous le porche. Le ciel s'ouvrait peu à peu, laissant passer quelques rayons de soleil. Elle prit une grande inspiration. « Afonso, ma jambe n'est pas née comme ça. » Il la regarda surpris. « Comment ça? » « C'est à cause d'un accident. Quand j'étais enfant, 2 garçons me poursuivaient en riant. J'ai glissé d'un pont et ma jambe s'est cassée. On n'a jamais pu payer le docteur. L'os a guéri tordu. » Afonso resta silencieux, les poings serrés. « Ces garçons. »« C'était eux? Valdo et Neko ?» Elena hocha la tête. « Oui, et je n'ai jamais rien dit. Je ne voulais pas que ma mère souffre, ni que la haine se propage. » Un long silence tomba. Seul le vent soufflait doucement entre les arbres. Enfin, Afonso dit « Tu as porté tout ça seul pendant toutes ces années. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Elena. » Elle baissa les yeux. « J'ai aussi caché autre chose. J'ai un rêve, Afonso. J'ai une lettre d'un médecin de Curitiba. Il peut réparer ma jambe, mais ça coûte cher. Je mets de côté un peu chaque semaine. » Il lui prit la main. « Tu n'as pas besoin de faire ça seul. »« Non, s'écria-t-elle, je ne veux pas que tu vendes ta terre pour moi. Je ne vendrai rien, promit-il, mais je t'aiderai autrement. Tu n'es plus seule. » Elena sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'elle ne connaissait pas. Pour la première fois, elle sentit que le mot « espoir » pouvait exister pour elle. Quand elle repartit ce jour-là, le ciel s'éclaircit enfin. Le soleil perçait les nuages et une lumière dorée baignait les collines. La pluie avait tout lavé. La poussière, les routes et peut-être un peu la peur dans leur cœur. Les jours suivants furent calmes, presque doux. Le vent chaud du sertan soufflait sur les champs de maïs, faisant onduler la terre comme une mer dorée. La pluie avait laissé derrière elle une odeur de renouveau, et dans le cœur d'Elena, quelque chose commençait à fleurir, un courage qu'elle ne se connaissait pas. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, nouait ses cheveux, et suivait le chemin jusqu'au petit sentier qu'Afonso avait tracé avec des cordes et des piquets. Là, elle marchait lentement, pas à pas, le front couvert de sueur. Son souffle devenait court, mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Afonso la regardait de loin sans rien dire. Il se contentait d'être là comme un rocher silencieux, solide, patient. Parfois, il lui tendait la main juste assez pour qu'elle garde l'équilibre, sans jamais la porter. « Tu n'as pas besoin de moi pour marcher, » disait-il. « Tu n'as besoin que d'y croire. » Un jour, il lui apporta un petit bouquet de fleurs jaunes, cueillies au bord du champ. « Elles poussent même dans la sécheresse, » dit-il. « Ce sont les fleurs du courage. » Elena les prit dans ses mains tremblantes. « Elles sont belles et fortes, comme toi. » Elle détourna les yeux, rougissante, mais son cœur battait plus fort. Le soir, elle rentra chez elle avec les fleurs. Sa mère, en les voyant, comprit sans poser de questions. « Il te regarde comme ton père me regardait autrefois, » dit-elle doucement, avec respect. Elena posa le bouquet dans un verre d'eau. « Maman, tu crois que le respect suffit pour faire taire la méchanceté du monde? Non, ma fille, mais il suffit pour faire fleurir l'amour. Et parfois, c'est plus fort que tout le reste. » Dans le village, pourtant, la méchanceté ne mourait pas. Les rumeurs revenaient comme des moustiques après la pluie. « On dit qu'elle va se faire opérer », chuchota une femme au marché. « Avec quel argent? Elle va sûrement profiter du fermier, celui-là est trop bon. » Les mots piquaient comme des aiguilles. Mais Elena, désormais, avait appris à marcher au milieu des épines sans se blesser. Un matin, alors qu'elle cousait sur le pas de la porte, Afonso arriva avec un sourire discret. « J'ai besoin d'aide, » dit-il. « Tu viens? »« Moi? Pour t'aider ?» Il hocha la tête. Ils prirent ensemble le chemin de la ferme. Là-bas, il lui montra une petite grange à moitié effondrée. « Je veux en faire un atelier pour tes broderies. Tu pourrais vendre plus facilement au marché. » Elena resta figée. « Tu ferais tout ça pour moi? » ?»« Non, pour nous. Parce que je crois en ce que tu fais. » Les larmes lui montèrent aux yeux.
Depuis toujours, les gens la voyaient comme un fardeau. Et voilà qu'un homme la voyait comme une force. Ils travaillèrent côte à côte toute la journée. Afonso clouait les planches. Elena peignait les murs. Le soir, ils étaient couverts de poussière et riaient comme deux enfants. « On dirait qu'on a bâti une maison neuve », dit-elle en regardant le résultat. « Oui, répondit-il, une maison d'espoir. » Les semaines passèrent ainsi, rythmées par le travail, les rires et les marches dans le sentier. Elena notait chaque progrès dans son petit cahier, celui qu'elle gardait dans la boîte sous le plancher. « J'ai fait 20 pas sans tomber. Afonso m'a dit que j'étais plus droite qu'un matin d'été. » Un jour, il lui demanda « Et si tu pouvais partir demain pour Curitiba, tu le ferais ?»« Je crois que oui, répondit-elle. Mais j'ai peur. Le courage. Ce n'est pas de ne pas avoir peur, dit-il. C'est d'avancer malgré elle. » Elle sourit. Ces mots restèrent dans son cœur. Au marché, une scène inattendue se produisit. Valdo, ivre, croisa Afonso près de l'étal de légumes. « Alors, le fermier s'occupe toujours de sa boiteuse ?» lança-t-il avec mépris. Afonso serra les poings, mais resta calme. « Tu devrais avoir honte, Valdo. Il y a des blessures qu'on ne voit pas, et les tiennes sont plus profondes que les siennes. Les gens autour se turent. » Valdo, surpris, recula sans répondre. Pour la première fois, la honte changea de camp. Elena, qui avait vu la scène de loin, sentit ses yeux s'embuer. Ce jour-là, elle sut qu'elle n'était plus seule dans sa lutte. Un soir, au coucher du soleil, elle marcha jusqu'à la colline derrière la ferme. Le ciel brûlait d'orange et de rose. Afonso la rejoignit. « Tu vois, dit-il en désignant l'horizon, c'est beau parce que c'est la fin d'un jour et le début d'un autre. Comme moi, murmura-t-elle. Elle tourna vers lui un visage baigné de lumière. « Afonso, si je pars à Curitiba, promets-moi de ne pas m'attendre. »« Je ne te promets rien de ce que je ne peux pas tenir, » répondit-il doucement. « Alors je te promets ceci, je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » Le vent souffla dans les champs, et les fleurs du courage se balancèrent doucement, comme pour bénir leur cœur. Ce soir-là, Elena sentit que, quoi qu'il arrive, elle avait déjà gagné quelque chose d'inestimable, la dignité d'être aimée sans pitié. Les jours devinrent plus frais. Le vent descendait des collines, apportant avec lui une odeur de bois humide et de maïs mûr. Dans le petit village, les feuilles commençaient à jaunir, signe que la saison changeait, et qu'une autre saison commençait aussi dans le cœur d'Elena. Depuis des semaines, elle comptait ses pièces d'argent, chaque fois avec un souffle retenu. Enfin, un matin, elle ouvrit la boîte sous le plancher, vida le contenu sur la table et sut, elle avait assez pour payer le trajet jusqu'à Curitiba. Assez pour essayer. Pas assez pour être sûre, mais assez pour espérer. Elle s'assit, le regard perdu sur la lettre du médecin. Ses mains tremblaient. « Maman, murmura-t-elle, c'est le moment. » Donna Amelia leva les yeux du feu de la cuisinière. « Tu es sûre, ma fille? »« Oui, si j'attends encore, je n'aurai plus le courage. » La vieille femme essuya ses mains sur son tablier, puis prit le visage de sa fille entre ses paumes ridées. « Alors vas-y, mais promets-moi de revenir. Peu importe le résultat, promets-le. Je te le promets, maman. » Le soir même, Elena marcha jusqu'à la ferme d'Afonso. Le ciel se teintait de rouge et de violet, et les grillons chantaient dans les herbes hautes. Afonso réparait une clôture quand il la vit approcher. Il posa son marteau, essuya ses mains sur sa chemise, et sut, avant même qu'elle parle, « C'est le moment, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Oui, je pars demain matin. » Il resta silencieux, le regard fixé sur la terre. Puis il dit, « Je savais que ce jour viendrait. » Mais savoir n'enlève pas la douleur. Elena s'approcha, ses yeux humides dans la lumière du soir. « Tu m'as donné plus que je ne pouvais espérer. Si je réussis, ce sera aussi grâce à toi. » Afonso lui tendit un petit sac en toile. « Tiens, c'est du pain, du fromage et un peu de café, pour le voyage. Tu n'avais pas besoin de... »« Oui, dit-il doucement, j'ai besoin de t'accompagner, au moins jusque-là. » Le lendemain, avant l'aube, la petite gare poussiéreuse était presque vide. Le train sifflait dans le lointain, crachant une fumée blanche dans le ciel encore sombre. Elena portait une robe simple, une valise usée et le petit sac qu'Afonso lui avait donné. Afonso, lui, se tenait à ses côtés, le chapeau à la main. Il ne parlait pas. Les mots semblaient inutiles. Quand le train s'arrêta, un cri de vapeur s'éleva. Les passagers montaient en silence. Elena posa la main sur la rampe et se tourna vers lui. « Afonso !» Il leva les yeux. « Oui ? Et si je ne revenais pas ?» Il sourit doucement. « Alors je viendrai te chercher. » Elle sentit les larmes couler sur ses joues. Il avança, prit sa main, la serra avec une tendresse infinie. « N'oublie pas, dit-il, ce que tu vas faire, ce n'est pas pour devenir une autre. C'est pour redevenir toi-même. »
Elena hocha la tête, incapable de parler. Elle monta dans le train, s'assit près de la fenêtre. Le sifflet retentit et la locomotive se mit en mouvement. Afonso resta là, immobile, tandis que le train s'éloignait lentement. Elena colla la main contre la vitre. Il leva la sienne. Entre eux, la distance grandissait, mais leurs regards restaient accrochés jusqu'à la dernière seconde. Le voyage fut long. Le paysage changeait peu à peu. Les champs laissaient place aux forêts, puis aux collines, puis aux grandes routes de terre battue. Elena observait tout avec un mélange de peur et de fascination. À côté d'elle, une vieille dame tricotait en silence. « C'est la première fois que vous partez si loin ?» demanda-t-elle. « Oui, pour voir un médecin. Alors que Dieu guide vos pas, ma fille. » Elena hocha la tête. Dans son cœur, elle priait pour que le courage qu'elle avait trouvé ne s'éteigne pas en chemin. À Curitiba, tout était différent. Les rues pavées, les voitures, le bruit, les visages pressés. Elle se sentit minuscule, perdue dans un monde trop grand. Le médecin, un homme aux lunettes rondes et au regard sérieux, la reçut dans un petit cabinet. « Le dossier que vous m'avez envoyé est clair, dit-il. C'est possible, mais ce sera long et douloureux. Je suis prête, docteur. » Il la regarda, impressionné par la fermeté dans sa voix. « Vous avez du courage, mademoiselle Elena. Peu de gens en ont autant. » Quand elle sortit du cabinet, le soleil déclinait derrière les toits. Elle s'assit sur un banc, sortit de son sac le petit bouquet de fleurs séchées qu'Afonso lui avait donné. Elle murmura « Les fleurs du courage. Elles ont survécu au voyage. Alors moi aussi je le ferai. » Pendant ce temps, au village, Afonso rentra seul. Le silence de la ferme pesait lourd. Il s'assit devant la maison, regardant le chemin vide, et sentit un vide dans sa poitrine. Puis il se leva, prit un morceau de bois et grava sur la barrière. Elle reviendra. Chaque soir, il lisait ces mots à la lueur de la lampe, comme une prière. Et dans la nuit du sertin, tandis que les grillons chantaient, deux cœurs séparés continuaient de battre au même rythme, unis par la promesse du retour Curitiba. Une ville immense, froide et bruyante, si différente du sertin brûlant où Elena avait grandi. Le premier matin, elle se réveilla dans une petite chambre louée derrière une boulangerie. Les murs transpirèrent d'humidité, et le bruit des voitures lui rappelait sans cesse qu'elle n'était plus chez elle. Le docteur lui avait fixé la date de l'opération, dans 3 jours. 3 jours pour penser, 3 jours pour avoir peur. Elle passait les heures à la fenêtre, observant les passants pressés, leurs pas assurés, leurs jambes droites et fortes. Chaque mouvement qu'elle voyait lui rappelait sa différence, cette douleur qui l'avait enfermée toute sa vie. Le soir, elle ouvrit son petit cahier et écrivit « Je veux croire que la douleur n'est qu'un pont entre 2 vies. La mienne d'hier est celle que je n'ai pas encore vécue. » Le jour de l'opération arriva. À l'hôpital, tout sentait le désinfectant et la peur. On lui fit enfiler une blouse blanche trop grande pour elle. Elle serrait entre ses doigts un mouchoir brodé, celui qu'elle avait fait pour Afonso avant de partir. Le médecin lui sourit derrière son masque. « Tout ira bien, mademoiselle Elena. Vous êtes entre de bonnes mains. » Elle hocha la tête, mais son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait s'enfuir. Quand le sommeil de l'anesthésie la gagna, elle pensa à son village, à la poussière dorée du matin et au regard d'Afonso. Puis le monde disparut. Le réveil fut une tempête. La douleur la traversa comme un feu. Elle cria, mais sa voix ne sortit pas. Ses jambes étaient lourdes, bandées, immobiles. « C'est normal, » dit l'infirmière en lui tenant la main. « Vous êtes en vie, c'est le plus important. » Les jours suivants furent une lente bataille. La douleur ne la quittait pas, et parfois, dans les nuits blanches, elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Elle pensait souvent à Afonso. Elle imaginait sa voix grave, ses mains rugueuses. Elle se revoyait marchant sur le sentier, pas à pas, entre les cordes qu'il avait tendues. Ses souvenirs étaient son seul remède. 3 semaines passèrent. Les médecins étaient satisfaits. « Votre jambe se remet bien, dit le docteur. Mais il faudra réapprendre à marcher. C'est la partie la plus difficile. » Elena hocha la tête. Le lendemain, l'infirmière l'aida à se lever. La douleur la fit trembler, mais elle fit un pas, puis un autre. Chaque pas était un combat, une brûlure, mais aussi une victoire. Le bruit de ses pas résonnait dans le couloir vide, comme une musique fragile. Un soir, assise près de la fenêtre, elle prit son cahier et écrivit « Aujourd'hui, j'ai marché. Ce n'était pas beau ni droit, mais c'était à moi. J'ai senti le sol sous mes pieds, et j'ai compris que la douleur n'était pas un mur, mais une porte. » Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, Afonso continuait à travailler sa terre. Les saisons changeaient.
Le maïs poussait, les pluies revenaient, puis la chaleur. Chaque soir, il s'asseyait devant la maison et lisait les mots gravés sur la barrière. Elle reviendra. Parfois, il parlait à voix haute, comme si elle pouvait l'entendre à travers le vent. « Tiens bon, Elena, le monde peut être cruel, mais toi, tu es plus forte que lui. » À Curitiba, Elena progressait, lentement, obstinément. Elle passait ses journées entre la douleur et la lumière. Le docteur la félicitait. « Vous marchez presque sans aide. Vous êtes un miracle de volonté. » Mais la nuit, dans le silence de la chambre, la solitude revenait la hanter. Elle prenait le mouchoir brodé et murmurait « Afonso, si tu savais comme j'ai peur !» Elle rêvait souvent de lui. Dans ses rêves, il dansait comme à la fête du village. Sauf qu'ici, personne ne riait. La musique était douce et ses pas légers. Chaque matin, elle se réveillait avec une larme au coin de l'œil et un peu plus de courage. Un mois après l'opération, elle put marcher sans canne. Ce jour-là, elle se rendit jusqu'à un petit parc près de l'hôpital. Les arbres balançaient leurs feuilles au vent. Des enfants couraient, riant aux éclats. Elena avança lentement, sentit la terre sous ses pieds, la chaleur du soleil sur sa peau, et soudain, elle comprit. Tout ce qu'elle avait supporté, ou la moquerie, la honte, la douleur, avait mené ici à ce moment. Elle leva la tête, ferma les yeux et murmura « Merci, mon Dieu, ce soir-là ». Elle écrivit sa plus belle phrase dans le cahier. « Je ne marche pas pour fuir mon passé, mais pour le réconcilier avec mon avenir. » Puis elle prit une décision. Le lendemain, elle écrirait à Afonso. Son cœur battait fort. Elle imaginait déjà son visage en lisant sa lettre, son sourire, ses mains calleuses tenant le papier. Elle n'était plus la même Elena. Elle était devenue la femme que la douleur avait forgée, la femme que l'amour avait révélée. Et quelque part, dans le silence du sertan, Afonso sentit le vent se lever, comme une promesse qui voyageait enfin vers lui. Le matin se leva sur Curitiba avec une lumière douce. Les cloches d'une église voisine sonnaient lentement, comme pour accompagner le battement du cœur d'Elena. Elle s'assit à la petite table de sa chambre, prit son cahier et une feuille blanche. Elle resta longtemps sans écrire, le regard perdu dans la fenêtre ouverte. Le vent soufflait sur ses cheveux. Enfin, elle trempa la plume dans l'encre et commença à écrire. « Mon cher Afonso, je ne sais pas par où commencer. Les mots me manquent, mais le silence me pèse encore plus. L'opération est derrière moi. J'ai beaucoup souffert, mais aujourd'hui je marche. Pas parfaitement, pas comme les autres, mais droit. Fier, chaque pas que je fais, c'est comme si je revenais vers toi. Il y a eu des jours de douleur, des nuits de peur, mais ton image ne m'a jamais quitté. Quand la douleur devenait trop forte, je fermais les yeux et je pensais à la corde que tu avais tendue pour moi, à la poussière dorée du matin, à ta voix qui disait « Tu n'as besoin que d'y croire. Afonso, j'y ai cru. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Si Dieu le veut, je rentrerai bientôt. Je ne sais pas si je reviendrai la même, mais je sais que mon cœur n'a pas changé. Ça, il te cherche encore dans chaque horizon. Elena. » Elle relut la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. Puis elle la plia soigneusement, la glissa dans une enveloppe et marcha jusqu'à la poste. Ses pas résonnaient sur les pavés. Pour la première fois, il n'était pas hésitant. 3 semaines plus tard, dans le sertan, le soleil frappait fort sur les champs de maïs. Afonso travaillait à la ferme, torse nu, la peau brûlée par le vent. Il n'attendait plus rien, mais chaque matin, il levait les yeux vers la route poussiéreuse, juste au cas où. Ce jour-là, un cavalier s'approcha avec une lettre dans la main. « Une lettre pour vous, Afonso, de Curitiba. » Le cœur du fermier manqua un battement. Il prit l'enveloppe, la regarda comme un trésor. Son nom, écrit d'une écriture fine et féminine, tremblait sur le papier. Il s'assit sur le perron, ouvrit la lettre avec précaution. Les mots dansaient devant ses yeux. À mesure qu'il lisait, ses lèvres s'étiraient dans un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis des mois. Il relut 3 fois la phrase. « Aujourd'hui je marche. » Pas parfaitement, mais droit, fier. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, mon Dieu. » Elle a réussi. Le soir, il alluma la lampe et posa la lettre sur la table, à côté de son assiette. Il la relut encore, lentement, comme si chaque mot nourrissait son âme. Le lendemain, il alla jusqu'à la maison d'Amélia. « J'ai reçu une lettre, » dit-il en la montrant. « Elle va revenir. » La vieille femme sourit, ses yeux pleins d'eau. « Je le savais. » Elle t'a dans le cœur et le cœur, ça ramène toujours à la maison. Afonso resta un moment à parler avec elle, puis repartit vers sa ferme. Sur le chemin, il s'arrêta devant le champ de tournesol qui venait d'éclore après les pluies. Leurs têtes dorées se tournèrent vers le soleil, comme si elles attendaient, elles aussi,
Il en cueillit une et la posa dans un vase près de la lettre. « Quand tu reviendras, murmura-t-il, elle t'attendra ici, comme moi. » À Curitiba, Helena continuait sa rééducation. Elle marchait tous les jours dans le parc, le visage levé vers le ciel. Un après-midi, le facteur lui remit une enveloppe simple, sans timbre officiel, juste un nom écrit d'une main ferme. Afonso Po, ses doigts tremblaient en l'ouvrant. « Helena, j'ai lu ta lettre 100 fois. Et chaque mot a été comme une graine tombée dans ma terre ici. Tout est pareil et pourtant, tout a changé. Le vent ne sonne plus de la même manière depuis que je sais que tu marches. Tu dis que tu n'es pas parfaite? Personne ne l'est. Mais toi, tu es vrai. Et c'est plus que tout. Reviens quand ton cœur te le dira. Pas pour moi, mais pour toi. Je serai là, comme toujours, sous le grand arbre, avec une fleur du courage à la main. Afonso. » Helena porta la lettre contre son cœur. Les gens autour d'elle marchaient vite, pressés. Mais elle resta là, immobile, les yeux fermés, respirant ce moment comme un miracle. Elle savait que son retour ne tarderait plus. Elle n'avait plus peur. Car quelque part, au bout de cette longue route de poussière et de tendresse, quelqu'un l'attendait, non pas pour ce qu'elle serait devenue, mais pour ce qu'elle avait toujours été. Ce soir-là, avant de se coucher, Helena rangea les 2 lettres ensemble dans son cahier. Elle écrivit encore une phrase simple et claire, « Je rentre bientôt, non pas pour fuir, mais pour appartenir. » Puis elle éteignit la lampe. La ville s'endormait, mais dans le silence de la nuit, une étoile brillait plus fort que les autres, celle qui guidait les cœurs courageux vers leur maison. Le train sifflait dans la gare de Curitiba, crachant une vapeur blanche et dense qui se mêlait au brouillard du matin. Helena tenait sa petite valise contre elle. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de hâte. Cela faisait presque 1 an qu'elle était partie. 1 an de douleur, de solitude, de courage et de lente guérison. Elle marcha lentement le long du quai, ses pas encore prudents, mais fermes. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Quand le train démarra, elle regarda par la fenêtre la ville s'éloigner. Les toits, les rues, les visages inconnus s'effacèrent dans la brume. Devant elle, la route vers le sertão s'étendait, vaste et brûlante de lumière. Le voyage dura presque toute la journée. À mesure que le train avançait, les paysages changeaient. Les montagnes vertes devenaient collines, puis champs dorés, puis la terre rouge du Paraná. Helena sentit une odeur familière entrer par la fenêtre, celle du maïs sec, du vent chaud, du monde qu'elle avait laissé derrière. Elle posa la main sur sa jambe. La cicatrice était là, fine et pâle. Chaque pas lui rappelait ce qu'elle avait traversé. Mais ce n'était plus une marque de honte, c'était un signe de victoire. Elle murmura « Je rentre, Afonso, à la petite gare du village. » Personne ne l'attendait. Elle descendit seule, la valise à la main. Le soleil du soir faisait danser les ombres sur le sol poussiéreux. Quelques visages se tournèrent vers elle. Certains la reconnurent, d'autres hésitèrent. « Ce n'est pas... Helena? La boiteuse? Non, regarde, elle marche presque droite. » Les chuchotements se répandirent comme du feu dans les rues étroites. Helena sentit leur regard, mais cette fois elle ne baissa pas les yeux. Elle marcha lentement, droite, avec la tête haute. Quand elle arriva devant la vieille maison, Donna Amelia sortit sur le pas de la porte. Elle resta un instant figée, la main sur la bouche. « Ma fille, c'est toi ?» Helena lâcha la valise et courut dans ses bras. Elles restèrent longtemps enlacées, pleurant sans un mot. « Tu marches, » murmura la mère émue. « Oui, maman. Pas comme tout le monde, mais je marche. » Le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel d'orange et de rose. C'était comme si le monde tout entier célébrait son retour. Les jours suivants, la nouvelle se répandit. Helena est revenue. Certains la félicitaient timidement, d'autres l'observaient avec méfiance. Dans les coins des rues, les langues perfides recommençaient à frémir. « Elle a dû vendre son âme pour revenir droite, » disait l'une. « Ou alors c'est ce fermier, Afonso, qui a payé l'opération, » ajoutait l'autre. Mais Helena ne répondit jamais. Elle passait ses journées à aider sa mère, à coudre, à marcher dans le champ pour fortifier sa jambe. Chaque matin, elle levait les yeux vers la colline où se trouvait la ferme d'Afonso. Elle n'avait pas encore trouvé le courage d'y aller. Un soir, alors qu'elle ramassait du linge, un cavalier passa devant la maison. Il s'arrêta, la regarda un instant, puis s'éloigna sans un mot. Helena sentit son cœur battre fort. C'était lui. Afonso, le lendemain, elle prit une décision. Elle enfila sa robe bleue, celle qu'elle avait gardée même à l'hôpital, et se mit en marche vers la ferme. Le chemin semblait plus long qu'avant. Le soleil brûlait, les oiseaux chantaient, et chaque pas la rapprochait de l'inconnu qu'elle avait tant attendu.
Arrivée devant la clôture, elle s'arrêta. Afonso travaillait près du puits, la chemise ouverte, les mains pleines de terre. Il leva les yeux. Le temps s'arrêta. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Le vent fit voler les cheveux d'Elena, souleva un peu de poussière autour d'eux. « Elena, c'est toi ?» Elle sourit doucement. « Oui, Afonso, c'est moi. » Il s'approcha lentement comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il clignait des yeux. Quand il fut assez près, il murmura « Tu marches. Grâce à toi. » Elle leva la tête et leurs regards se croisèrent, pleins de tout ce qu'ils n'avaient jamais su dire. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein de promesses. Enfin, Afonso prit une fleur de tournesol, flétrie par le soleil, et la lui tendit. « Je l'avais gardée pour toi. » Elena prit la fleur, émue. « Elle est belle. Comme toi quand tu es partie. Pas parfaite, mais forte. » Leurs rires se mêlèrent au vent. Et quand le soleil se coucha derrière la colline, on aurait juré que la terre elle-même respirait enfin. Cette nuit-là, le serpent dormit tranquille. Sous la lumière douce des étoiles, deux âmes blessées avaient enfin retrouvé leur chemin l'une vers l'autre, non par miracle, mais par courage. Le lendemain de leur rencontre, la nouvelle se répandit comme le vent dans les ruelles poussiéreuses du village. Elena est allée chez Afonso. En quelques heures, tout le monde savait. Les femmes chuchotaient devant les puits. Les hommes faisaient mine de ne pas écouter, mais leurs yeux brillaient d'une curiosité malicieuse. « Elle ne perd pas de temps », disait Dona Candida, la main sur la hanche. Afonso l'attendait. Et voilà, elle revient et s'installe déjà dans sa ferme. « Qui sait ce qu'ils ont fait là-bas » ajouta une autre avec un sourire venimeux. Les mots se propageaient, tordus salis nourris de la méchanceté ordinaire. Elena, pourtant, n'avait rien d'une femme honteuse. Ce matin-là, elle était allée aider Afonso à réparer une clôture. Elle riait. Elle parlait librement, pour la première fois depuis des années. « Tu n'as pas peur de ce que les gens diront » demanda-t-elle en le regardant. Afonso leva la tête, essuya la sueur de son front. « Les gens parlent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Moi, j'ai ma terre, et maintenant j'ai toi. » Elena baissa les yeux, un sourire timide aux lèvres. « Alors, tu n'as pas honte de moi ?» Il s'approcha d'elle, posa doucement sa main sur la sienne. « Honte? C'est eux qui devraient en avoir. Toi, tu es la seule ici à marcher droite, même quand tu tombes. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'y avait pas de mots pour une telle vérité. Mais la cruauté du village ne s'arrêtait pas. Ce dimanche, après la messe, le prêtre invita les fidèles à réfléchir à l'exemple qu'il donnait aux jeunes filles. Les regards se tournèrent aussitôt vers Elena, assise au dernier banc, tête baissée. Donna Amelia, à côté d'elle, serra la main de sa fille. Quand elles sortirent de l'église, des murmures s'élevèrent. « Elle revient guérie et se croit meilleure que nous. Elle veut voler le fermier, c'est sûr. » Afonso les vit de loin. Sans hésiter, il s'avança au milieu de la place, son chapeau à la main. « Assez !» cria-t-il d'une voix grave. « Vous parlez d'honneur, mais vous n'en avez pas. » Le silence tomba. Les femmes s'arrêtèrent net. Les hommes baissèrent la tête. « Cette femme, dit-il en désignant Elena, a souffert plus que vous tous réunis. Et elle n'a jamais fait de mal à personne. Pendant que vous riez d'elle, elle travaille. Elle aide sa mère, elle garde la tête haute. » Il se tourna vers le prêtre. « Si Dieu est juste, alors il la bénira plus que quiconque ici. » Personne n'osa répondre. Elena, tremblante, le regardait, bouleversée. Jamais personne ne l'avait défendue ainsi. Plus tard, ils se retrouvèrent près du grand arbre, celui qui dominait le champ. Le soleil déclinait lentement, et la lumière dorée se posait sur leur visage. « Tu n'aurais pas dû, » murmura-t-elle. « Ils vont te haïr maintenant. »« Qu'ils essaient, » répondit-il calmement. « Je n'ai plus peur d'eux. » Il s'assit à côté d'elle, le regard perdu vers l'horizon. « Quand j'étais petit, j'avais honte de ma pauvreté. Je pensais que les gens valaient ce qu'ils possédaient. Mais depuis que je te connais, je sais que la vraie richesse, c'est d'avoir quelqu'un qui marche à côté de toi, même quand la route est dure. » Elena sentit ses doigts trembler. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Alors je marcherai à côté de toi, Afonso, quoi qu'ils disent. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « Quoi qu'ils disent. » Le lendemain, les rumeurs redoublèrent, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, des voix s'élevèrent pour défendre Elena. « Moi, je dis que cette fille est courageuse, » dit Donna Ritigna, la guérisseuse du village. « Et lui, Afonso, c'est un homme de cœur. Qu'on le laisse tranquille. » Peu à peu, la honte se renversa. Les mêmes qui riaient baissaient maintenant les yeux quand Elena passait. Elle, de son côté, continuait à marcher droite et silencieuse. Une après-midi, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans le champ, Afonso dit « Tu sais,
Ils ne changeront jamais complètement. Mais nous, on peut leur montrer que la dignité ne se mendie pas. Elle se vit. Elena hocha la tête, le regard brillant. « Oui, et moi je veux la vivre avec toi. » Il resta un instant sans parler, puis lentement il prit sa main. « Alors c'est décidé. On affrontera le monde ensemble. » Le vent souffla, faisant voler la poussière et les feuilles sèches, et dans ce moment suspendu, il semblait que le serpent tout entier retenait son souffle, comme s'il venait d'assister à la naissance d'un nouveau courage. Ce soir-là, les étoiles brillèrent d'une clarté rare. Elena, assise sur le perron de la maison, regardait le ciel et murmura « Maman disait que la bonté attire la méchanceté. Mais peut-être qu'elle attire aussi la lumière. » Dans la distance, elle aperçut Afonso marcher vers elle, une lanterne à la main. Son cœur s'apaisa. « Oui, pensait-elle, la lumière vient toujours à ceux qui osent ne plus se cacher. » Les jours passaient plus doux depuis la défense d'Afonso sur la place. Le travail à la ferme se faisait plus léger, les rires plus fréquents. Elena retrouvait la paix, celle qu'elle n'avait jamais connue enfant. Mais dans le sertão, la paix est fragile. Elle tremble toujours avant la tempête. Un après-midi de chaleur étouffante, alors qu'elle cueillait du maïs près du champ, Elena entendit des voix masculines derrière la clôture, des rires secs, familiers, qui lui glacèrent le sang. « Regarde donc, dit l'un d'eux, la boiteuse a appris à marcher. » Elle se figea. Ce ton, cette ironie, elle les connaissait. Quand elle leva les yeux, elle les vit. Valdo et Neko, les mêmes visages arrogants, vieillis, mais toujours marqués par la même cruauté. Ils étaient revenus. « Eh bien, fit Neko avec un sourire mauvais, on dit que t'es devenue la princesse du fermier Afonso. »« C'est vrai, ajouta Valdo, qu'il t'a sauvée avec son maïs et ses beaux discours. » Elena sentit ses jambes trembler, mais elle ne recula pas. « Laissez-moi tranquille. Oh, la dame parle maintenant, » siffla Valdo. « On plaisante, pas besoin de faire ta fière. On se souvient de toi, petite. Celle qui est tombée de la pingela. » Le mot la frappa comme un coup. La pingela. Ce pont de bois étroit, au-dessus du ruisseau, le jour où tout avait commencé. Les images revinrent d'un seul coup, les rires, la peur, la chute, la douleur. Elle se souvint du craquement du bois, du cri étouffé de sa mère quand elle l'avait ramenée à la maison, la jambe tordue. Elle recula d'un pas, la gorge serrée. Partez, mais les deux hommes riaient toujours. « On ne voulait pas te casser, tu sais, » dit Neko en s'approchant. « On voulait juste te faire courir un peu. C'est toi qui as mal regardé où tu mettais les pieds. » Elena serra les poings. « Vous étiez des enfants, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais aujourd'hui, vous êtes des lâches. » À ce moment-là, Afonso apparut au bout du champ. Il avait entendu les voix. Il marcha droit vers eux, les yeux durs comme la pierre. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Valdo esquissa un sourire insolent. « On vient juste dire bonjour. On n'a pas peur de toi, Afonso. » Afonso s'arrêta face à eux, les épaules droites. « Vous feriez mieux d'avoir peur, parce que moi je n'ai rien à perdre. » Le ton était calme, mais chaque mot portait la force d'une promesse. Les deux hommes échangèrent un regard, puis reculèrent, feignant l'indifférence. « Allons, Neko, la princesse a son garde du corps. » Ils s'éloignèrent en riant, mais leurs rires sonnèrent faux. Quand ils furent partis, Afonso se tourna vers Elena. Elle tremblait encore. « C'était eux, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu n'as plus à avoir peur d'eux. » Les larmes jaillirent soudain, silencieuses. « Avec eux, Afonso, c'est eux qui m'ont fait tomber quand j'étais enfant. Je n'ai jamais dit à personne, pas même à ma mère. Je voulais oublier, mais je les ai reconnus tout de suite. » Afonso serra la mâchoire. « Des hommes comme eux ne changent pas. »« Non, mais moi j'ai changé, » répondit-elle en essuyant ses larmes. « Avant, j'aurais fui. Aujourd'hui, je veux les affronter. » Afonso hocha lentement la tête, fier d'elle. « Alors on les affrontera ensemble. » Cette nuit-là, Elena ne dormit pas. La mémoire de sa chute revenait par vagues, mais quelque chose avait changé dans son cœur. La peur s'était transformée en lucidité. Elle se leva, prit son petit carnet caché sous l'oreiller, celui où elle notait tout depuis son départ à Curitiba. À la lumière tremblante d'une bougie, elle écrivit « Je me suis brisée autrefois, mais aujourd'hui je tiens debout. Le passé revient toujours, mais il ne peut plus me faire tomber. » Elle referma le carnet et souffla la flamme. La nuit du sertão resta silencieuse. Mais au loin, un orage grondait, comme un présage. Le lendemain, la rumeur du retour de Valdo et Neko se répandit dans tout le village. Certains disaient qu'ils cherchèrent du travail, d'autres qu'ils voulaient reprendre ce qui leur appartenait. Elena savait qu'ils ne cherchaient qu'une chose,
la vengeance du silence. En les voyant de nouveau rôder près du marché, elle sentit que quelque chose de grave se préparait. Mais elle ne recula pas. Pour la première fois, elle décida de parler. Devant Donna Ritigna, la vieille guérisseuse, et quelques voisins, elle raconta tout. La pinguela, la chute, les rires, la douleur. Un long silence suivit. Puis Ritigna posa sa main sur la sienne et dit « Ma fille, le mal qu'ils t'ont fait, c'était une blessure. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est la guérison. » Elena ferma les yeux. Elle sentit, pour la première fois, le poids de la honte quitter ses épaules. Au même moment, Afonso observait les deux hommes depuis sa ferme. Il savait que l'heure viendrait où il faudrait leur faire face. Et cette fois, il ne laisserait plus la peur gouverner leur vie. Le passé revenait brûlant comme une flamme. Mais il ne détruirait plus rien. Car désormais, entre Elena et lui, il y avait plus fort que la douleur, la vérité. Le vent du soir soufflait fort sur le sertan. Les champs de maïs ondulaient comme une mer dorée, mais l'air portait une odeur étrange, une lourdeur qui annonçait le malheur. Afonso travaillait encore dehors, réparant la clôture, pendant qu'Elena rangeait les outils dans la grange. Depuis quelques jours, la tension flottait dans l'air. Valdo et Neko rôdaient, buvant dans les bars, provoquant les voisins, parlant haut de leur droit à se venger des gens qui se croient meilleurs. La ville faisait semblant de ne rien voir, comme toujours. Cette nuit-là, le ciel était sans lune. Le silence semblait plus épais que d'habitude. Elena, assise près de la fenêtre, sentit une inquiétude grandir en elle. « Afonso, murmura-t-elle, tu entends ?» Il leva la tête. Au loin, un aboiement de chien résonna, puis un craquement sec, comme une branche qui se brise. Il se leva aussitôt. « Reste à l'intérieur. » Il prit sa lampe et sortit. Le vent avait tourné chaud, chargé d'une odeur âcre. Et soudain, au bout du champ, une lueur rouge apparut. Tremblante, vivante, dévorante. Le feu. « Non !» murmura Afonso. Les flammes léchaient déjà la clôture. Le maïs sec s'embrasait vite, crépitant comme des milliers de serpents. Elena sortit malgré lui, courant à travers la poussière. « Afonso, rentre !» cria-t-il. Mais elle ne pouvait pas. Elle le rejoignit, la robe battant contre ses jambes, la chaleur lui mordant la peau. « Ils ont mis le feu !» dit-elle d'une voix brisée. « Ce sont eux, je le sais. » Afonso hocha la tête, les yeux pleins de rage. « Oui !» Valdo et Neko. Il courut vers la grange pour libérer les bêtes, tandis qu'Elena formait une chaîne d'eau depuis le puits, jetant des seaux sur les flammes. Mais le vent soufflait plus fort, attisant la fournaise. Les voisins commencèrent à arriver, réveillés par la lueur qui embrasait le ciel. « Le feu chez Afonso, vite !» Donna Ritigna accourut la première, un châle sur la tête, priant à voix haute. « Sainte Marie, protège-les !» Elena toussait, ses bras brûlants de fatigue. Afonso, noir de suie, revint de la grange. Les animaux sont sauvés. Mais le champ, il est perdu. Il regarda autour de lui, et dans la lueur des flammes, il les aperçut. Deux silhouettes au loin, près du vieux chemin, Valdo et Neko. Ils observèrent la scène, leurs visages éclairés par l'incendie, satisfaits. Sans réfléchir, Afonso prit une pelle et s'élança vers eux. Elena cria « Afonso, non !» Mais la colère avait pris le dessus. Il courut à travers la poussière, le cœur en feu, le souffle court. Quand il les atteignit, Valdo recula d'un pas. « Quoi? Tu vas nous frapper maintenant ?» Afonso leva la pelle, mais s'arrêta à quelques centimètres de son visage. Son bras tremblait. « Non, vous ne valez pas ça !» Neko éclata de rire. « Tu joues les saints maintenant ?» Afonso abaissa lentement l'outil. « Vous pensez que le feu effacera ce que vous êtes? Il ne brûle que ce qui a du cœur. Vous êtes déjà cendre depuis longtemps. » Les deux hommes reculèrent, déstabilisés par la froideur de sa voix. Elena arriva derrière lui haletante. Elle regarda Valdo droit dans les yeux. « C'est fini. Tout le monde sait maintenant ce que vous avez fait. » Un silence lourd s'abattit. Puis, sans un mot, les deux lâches tournèrent les talons et disparurent dans la nuit. Quand ils revinrent à la ferme, la moitié du champ n'était plus qu'un désert noir. La fumée s'élevait encore, lente, triste. Elena s'effondra à genoux, les yeux pleins de larmes. Afonso posa une main sur son épaule. « On a perdu beaucoup, » dit-elle d'une voix éteinte. « Non, on a sauvé l'essentiel. » Elle leva les yeux vers lui. « Quoi? Toi? Nous ?» Il la prit dans ses bras, la serra contre lui. Autour d'eux, le silence retomba. Le feu s'éteignait peu à peu, laissant derrière lui une odeur de terre brûlée et de renouveau. À l'aube, le ciel se teinta de rose. Les voisins étaient restés pour aider à éteindre les dernières braises. Certains pleuraient de honte d'avoir écouté les méchancetés de Valdo et Neko. Donna Ritigna s'approcha d'Elena, lui prit la main et dit doucement « Le feu détruit, mais il purifie aussi. »
Il a tout pris, murmura Elena. Non, ma fille, il t'a rendu libre. Elena tourna les yeux vers l'horizon. Là où le champ avait brûlé, la terre fumait encore, prête à recevoir une nouvelle semence. Quand Afonso revint, il s'assit à côté d'elle sur le perron. Ils restèrent longtemps à regarder le soleil monter. Puis il dit, « On va tout recommencer. »« Ensemble ?»« Ensemble. » Elle sourit, fatiguée mais apaisée. Le feu ne nous a pas séparés. Il nous a unis. Et dans la lumière douce du matin, leurs ombres s'allongèrent côte à côte sur la terre noire, comme deux racines qui, malgré l'incendie, refusèrent de mourir. Le feu avait tout changé. Pendant plusieurs jours, la ferme d'Afonso resta plongée dans un silence étrange. L'air sentait encore la cendre, et chaque pas soulevait une fine poussière noire. Les arbres, nus et gris, semblèrent des fantômes dans le matin froid. Elena se levait tôt malgré la fatigue. Elle balayait le perron, lavait les seaux, essayait de donner un peu d'ordre à ce qui restait. Mais parfois, en regardant les champs brûlés, elle s'arrêtait, la gorge serrée. Un matin, Afonso la rejoignit, portant 2 tasses de café fumant. « On dirait que la terre pleure, » dit-elle doucement. « Non, » répondit-il, « elle attend juste la pluie. » Les jours passèrent lentement. Les voisins vinrent aider à reconstruire la grange. Même ceux qui autrefois riaient d'Elena baissèrent la tête honteux. Donna Ritinha apportait du pain. Les femmes de la ville cousaient des rideaux. Les hommes offrirent des planches et des outils. Elena n'en revenait pas. « Pourquoi ils font tout ça, Afonso ?»« Parce qu'ils ont enfin vu !» Le feu a ouvert les yeux qu'ils gardèrent fermés. Le soir, ils s'asseyaient sur le banc devant la maison, regardant les étoiles. Afonso parlait peu, mais chaque silence était plein de douceur, comme si les mots étaient inutiles. Une nuit, le tonnerre gronda au loin. Elena leva la tête. « Tu entends ? La pluie !» Les premières gouttes tombèrent sur le toit, lentes, hésitantes. Puis soudain le ciel s'ouvrit. Une pluie forte, lourde, bienfaisante. Afonso sortit sous l'averse, riant comme un enfant. « Viens, Elena !» Elle hésita puis le suivit. Sous la pluie, leurs vêtements se collèrent à leur peau. La terre devint boue, leurs rires se mêlèrent à l'eau. C'était comme si le ciel lui-même lavait leurs blessures. Afonso prit la main d'Elena et la fit tourner, comme lors de la fête, mais cette fois sans regard moqueur, sans honte. Juste la pluie, la nuit et eux. « On a survécu, dit-elle en riant. « Non, répondit-il, on a recommencé à vivre. » Le lendemain, la terre semblait différente. La pluie avait effacé la cendre, laissant une odeur de renouveau. Elena marcha jusqu'au champ, sa jambe encore fatiguée, mais son pas plus sûr. Elle toucha le sol humide et sourit. « Regarde, » dit-elle à Afonso, « il y a déjà de petites pousses. »« C'est la vie qui revient, » répondit-il, toujours plus forte que le feu. Ils décidèrent de replanter tout ensemble. Elena semait les graines, Afonso creusait les sillons. Leurs gestes étaient simples, mais portèrent quelque chose de sacré, comme si chaque grain enterré contenait un espoir. Quelques semaines plus tard, les premières pousses vertes couvrirent la terre. Les oiseaux revinrent chanter. Elena retrouvait son sourire, celui qu'on ne lui avait jamais laissé garder longtemps. Elle passait ses doigts sur la cicatrice de sa jambe et murmurait « Peut-être que tout cela devait arriver pour que je me tienne enfin droite. » Afonso la regardait avec tendresse. « Tu n'as jamais été courbée, Elena. C'est le monde qui t'a fait croire ça. » Elle baissa les yeux émue. « Tu dis ça pour me consoler. »« Non, je dis ça parce que c'est vrai. Tu es la seule personne ici qui n'a jamais cessé de se battre. » Il prit sa main, la serra doucement. « Et maintenant, c'est à mon tour de me battre pour toi. » Un soir, alors que le soleil se couchait, Elena s'assit devant sa boîte en bois, celle qu'elle cachait sous le plancher. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, la lettre du médecin de Curitiba, le petit cahier et les quelques pièces qu'elle avait économisées. Elle soupira. Afonso entra sans faire de bruit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Elle hésita puis répondit « Mon secret. » Elle lui raconta tout. L'accident, la pinguela, les garçons, la fracture mal soignée, la lettre du médecin, l'espoir de marcher sans douleur. Pendant qu'elle parlait, Afonso ne dit rien. Mais ses yeux se remplirent de larmes. Quand elle eut fini, il posa la main sur la boîte. « On ira à Curitiba. »« Non !» s'écria-t-elle. « Tu ne dois pas vendre tes terres. » « Qui t'a parlé de vendre ? Je veux juste t'aider à marcher, pas t'acheter. » Elle resta silencieuse. Puis un sourire timide apparut sur son visage. « Tu crois que c'est encore possible ? Avec toi, tout est possible. » Cette nuit-là, alors que la pluie tombait encore doucement, Elena s'endormit la tête sur son épaule. Dehors, la terre respirait enfin. Les cendres s'étaient mêlées à la boue, nourrissant la promesse d'un nouveau monde.
Et dans le silence du sertão, la ferme d'Afonso n'était plus un lieu de solitude, mais le premier battement d'une vie recommencée. Les jours passèrent dans un calme étrange. Le champ verdissait à nouveau. La grange se remplissait de vie, et pourtant, dans le cœur d'Helena, un combat silencieux grandissait. Chaque soir, quand la lune montait, elle sortait la lettre du médecin et la relisait à la lumière tremblante de la lampe. Possibilité d'opération, mais risquée. Nécessite repos prolongé. Ces mots lui faisaient peur, mais aussi espérer. Elle voulait marcher sans douleur, non par vanité, mais pour se prouver qu'elle pouvait encore choisir son destin. Un matin, elle se leva avant le soleil et alla jusqu'au champ. Afonso la rejoignit, portant un seau d'eau. « Tu n'as pas dormi, dit-il doucement. « Non, j'ai pensé toute la nuit. À quoi? Peu à partir. » Il la regarda longuement. « Tu veux dire pour Curitiba ?» Elle hocha la tête. « Il est temps. » Le silence tomba entre eux, épais comme la brume du matin. Afonso posa le seau et s'essuya le front. « Tu as réfléchi à ce que cela veut dire? C'est loin, c'est cher, et tu seras seul. Je ne veux pas que tu vendes tes terres pour moi, dit-elle. Je veux faire ce chemin avec ce que j'ai, avec ma force. » Afonso soupira. « Ce n'est pas une question d'argent, Helena. C'est une question de cœur. » Elle sourit faiblement. « Justement, mon cœur me dit que je dois aller. Si je reste, je continuerai à vivre dans la peur de ce que je ne tente pas. » La nouvelle se répandit vite dans la ville. « Helena part à Curitiba » disaient les voisines. Certaines l'admiraient, d'autres chuchotaient encore. Mais personne n'osait rire cette fois. Donna Ritinha vint la voir la veille du départ. Elle apportait une petite médaille de la Vierge, attachée à un fil rouge. « Garde-la contre ton cœur, ma fille. Elle a protégé beaucoup de routes avant la tienne. » Helena la remercia émue. « Je ne sais pas si j'aurai la force. »« La force, tu l'as déjà, » répondit la vieille femme. « Ce que tu cherches maintenant, c'est la paix. » Le soir, Helena et Afonso s'assirent devant la maison, regardant les lucioles dans l'air chaud. « Tu viendras me chercher quand tout sera fini ?» demanda-t-elle. « Si tu veux, je t'attendrai à la gare, tous les jours s'il le faut. » Elle rit doucement. « Tu serais capable de le faire. Tu n'as pas idée. » Un silence tendre s'installa. Afonso se tourna vers elle. « J'ai quelque chose pour toi. » Il sortit de sa poche un petit mouchoir noué. À l'intérieur, il y avait 3 pièces d'argent et un petit caillou poli. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il. Mais ce caillou vient du champ, celui qui a brûlé. Je veux que tu le gardes. » « Pourquoi faire ? » « Pour te souvenir que même la terre brûlée peut redevenir vivante. » Helena serra le caillou dans sa main. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Merci, Afonso. » Le lendemain, le jour du départ arriva. Le soleil se levait à peine quand la charrette s'arrêta devant la ferme. Helena avait préparé un petit sac, quelques vêtements, le cahier, la lettre, la médaille et le caillou. Elle se tenait droite, tremblante mais déterminée. Afonso l'aida à monter. Le cheval piaffa doucement, comme s'il comprenait la gravité du moment. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il. « Que si, mais j'y vais quand même. » Il sourit. « C'est ça le vrai courage. » La charrette se mit en route, soulevant un nuage de poussière. Helena regarda en arrière. La ferme, le champ, le ciel, tout semblait s'éloigner doucement. Afonso resta debout près de la clôture, sa silhouette se détachant contre la lumière du matin. Elle leva la main. Il répondit au geste immobile. Puis elle disparut derrière la colline. Sur la route, le vent lui fouettait le visage, mais elle souriait. Chaque tour de roue la rapprochait d'un avenir inconnu, d'un pari contre la douleur et le destin. Elle sentit le petit caillou dans sa poche et murmura « Si la terre brûlée peut revivre, moi aussi. » Et pour la première fois depuis des années, Helena sentit la peur quitter son cœur. Elle ne fuyait plus son passé. Elle marchait vers son avenir. La charrette laissa place à un vieux bus, puis le bus à un train. Helena n'avait jamais voyagé aussi loin. Pendant tout le trajet, elle regardait le paysage changer. Les champs se transformaient en collines, puis les collines en maisons serrées les unes contre les autres. Quand le train entra enfin en gare de Curitiba, elle sentit son cœur battre plus vite. Le bruit, les voix, les pas pressés, tout semblait trop grand, trop rapide. Helena descendit avec précaution, tenant son petit sac contre elle. Personne ne l'attendait. Mais dans ses yeux, une lumière nouvelle brillait, celle de la décision accomplie. La ville était grise, froide, couverte de nuages bas. Les rues sentaient le charbon et la pluie. Helena demanda timidement son chemin à un homme en uniforme. « Excusez-moi, monsieur, l'hôpital San Vicente, c'est loin. » 3 rues plus bas, puis à gauche. « Vous verrez le bâtiment blanc. »
Elle le remercia, marcha lentement, la jambe douloureuse mais ferme. Chaque pas résonnait sur les pavés, comme un rappel de tout ce qu'elle avait traversé. L'hôpital apparaissait enfin grand et silencieux. Elena entra, impressionnée par les murs clairs, les odeurs de savon et de médicaments. Une infirmière vêtue de blanc s'approcha. « Bonjour. Vous venez pour une consultation ?»« Oui. J'ai une lettre d'un docteur, de Curitiba. » Elle tendit le papier avec des mains tremblantes. L'infirmière lut quelques lignes, hocha la tête. « Le docteur Ribeiro vous attend demain matin. Vous pouvez loger à la pension, juste derrière l'hôpital. »« D'accord. »« Merci, » répondit Elena soulagée. La pension était modeste mais propre. Une vieille femme, Donna Celina, tenait l'endroit d'une main ferme. « Vous venez de loin ?» demanda-t-elle. « Du Paraná do Sertão. Alors vous êtes courageuse. Peu de gens quittent leur terre pour venir ici. » Elena sourit timidement. Dans sa chambre, elle posa ses affaires sur le lit. La médaille, le caillou, la lettre, le cahier. Elle les regarda longuement, comme pour se rappeler qui elle était avant que la ville la transforme. Le lendemain, à l'hôpital, le docteur Ribeiro la reçut avec douceur. C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard calme et bienveillant. « Alors, c'est vous, Elena ? J'ai entendu parler de votre cas. Montrez-moi votre jambe, s'il vous plaît. » Elle obéit, un peu gênée. Le médecin examina attentivement, toucha l'os, fit quelques mouvements. « Oui, la fracture est ancienne, mal consolidée. Mais je pense que l'opération est possible. » Elena releva la tête, surprise. « Possible, vraiment ? Ce sera difficile. Il y aura de la douleur, et il faudra beaucoup de patience. Mais vous avez déjà prouvé que vous en avez. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. « Oh, merci, docteur. Je ne veux pas de miracle. Je veux juste marcher sans honte. » Alors, dit-il avec un sourire, nous allons marcher ensemble vers ce but. Les jours suivants, Elena resta à la pension, attendant la date de l'opération. Elle écrivait souvent dans son cahier, racontant chaque détail de la ville. Les gens ici ne se parlent pas dans la rue. Tout le monde marche vite. Mais il y a un vendeur de fleurs à l'angle, et son sourire me rappelle Afonso. Elle observait la pluie tomber sur les toits, pensant à la ferme, au champ, à la voix grave d'Afonso lui disant « Je t'attendrai ». Parfois, la solitude la faisait pleurer. Mais chaque matin, elle se levait avec la même phrase dans la tête. « Je suis venue jusqu'ici. Je ne reculerai pas maintenant. » Un soir, alors qu'elle rentrait de la pharmacie, elle aperçut une petite fille qui pleurait sous un porche. « Tu es perdue ?» demanda Elena. L'enfant hocha la tête. « J'ai perdu ma maman. » Elena lui tendit la main. « Viens, on va la chercher ensemble. » Elles marchèrent dans la rue sombre, et quelques minutes plus tard, une femme accourut en criant « Maria, ma fille !» La mère prit l'enfant dans ses bras et remercia Elena en larmes. En les regardant s'éloigner, Elena sentit son cœur se remplir d'une chaleur familière. Elle pensa « Même ici, au milieu de la ville, la bonté existe encore. » Cette nuit-là, elle écrivit une lettre à Afonso. « Mon cher Afonso, la ville est grande et bruyante, mais je ne me sens plus si petite. Le docteur dit que l'opération aura lieu dans 3 jours. J'ai peur, oui, mais c'est une peur qui marche avec moi, pas contre moi. Quand tout sera fini, je reviendrai. Et cette fois, je danserai avec toi sans m'arrêter. » Elle plia la lettre, la glissa dans son cahier et ferma les yeux. Dehors, la pluie tombait encore doucement sur les toits de Curitiba, comme une promesse murmurée entre 2 battements de cœur. Le matin arriva trop tôt. Elena n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, elle avait écouté le bruit de la pluie contre la fenêtre, le cœur battant trop fort pour trouver le repos. Quand le réveil sonna, elle se leva lentement, s'habilla en silence et serra dans sa main la petite médaille donnée par Donna Ritinha. Donna Celina, la propriétaire de la pension, frappa doucement à la porte. « Ma fille, tu es prête ?» Elena hocha la tête. « Oui, je crois. Prie un peu avant de partir. » Le courage, ça vient du silence avant la tempête. Elena ferma les yeux, respira profondément et murmura « Mon Dieu, donne-moi juste la force d'y aller jusqu'au bout. » L'hôpital semblait plus froid ce jour-là, les murs blancs, les pas qui résonnaient dans les couloirs, l'odeur du désinfectant. Tout la faisait trembler. Mais quand elle vit le docteur Ribeiro, elle sentit une chaleur familière dans son regard. « Bonjour, Elena. Tu es prête ? J'ai peur, docteur. » « C'est normal. Le courage, c'est seulement la peur qui avance. » Il posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'es pas seule. » Une infirmière vint la chercher. Elena enleva sa robe, enfila la chemise d'hôpital et s'allongea sur le brancard.
Elle regarda le plafond défiler au-dessus d'elle pendant qu'on la poussait dans le couloir. Chaque lumière qu'elle passait semblait une étoile qui la guidait vers un nouveau ciel. Dans la salle d'opération, tout était calme. Les voix des médecins, les instruments métalliques, le bruit régulier du respirateur. Elena ferma les yeux. Avant que le masque ne la plonge dans le sommeil, elle pensa à Afonso, à son sourire, à la terre rouge du Paraná. Et elle murmura « Attends-moi », le temps sembla disparaître. Quand elle se réveilla, tout était flou. Une lumière douce lui brûlait les yeux. Elle voulut bouger, mais une douleur vive traversa sa jambe. Une voix douce dit « Calme-toi, Elena. C'est fini. L'opération s'est bien passée. » Elle tourna lentement la tête. L'infirmière souriait. « Bien passé ?»« Oui. Le docteur Ribeiro a réussi à redresser l'os. Maintenant, il faudra du repos. » Beaucoup de patience. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. « Alors, je peux marcher ?»« Pas encore. Mais bientôt. » Les jours suivants furent les plus longs de sa vie. La douleur venait et repartait comme une vague. Parfois, elle voulait tout abandonner. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Afonso, debout près de la clôture, lui disant « Tu n'as pas idée ». Elle tenait alors le caillou qu'il lui avait donné, le serrait fort et murmurait « Si la terre brûlée peut renaître, moi aussi ». Peu à peu, la fièvre tomba, la douleur diminua. Le médecin venait la voir chaque matin. « Tu progresses bien, Elena. Dans quelques semaines, tu pourras commencer à poser le pied. » Elle souriait faiblement. « Vous croyez vraiment que je danserai un jour ?»« Je ne crois pas, » répondit-il. « J'en suis sûr. » Un après-midi, alors qu'elle faisait ses premiers pas entre deux barres de bois, Elena sentit les larmes monter. Son corps tremblait, la jambe faiblissait, mais elle ne tomba pas. L'infirmière l'encourageait. « Allez, encore un pas !» Elle avança un pas, puis deux, puis trois. Chaque mouvement était une victoire silencieuse sur toutes les humiliations, sur tous les rires qu'elle avait dû supporter. Quand elle atteignit la fin du couloir, elle s'arrêta haletante, et sans s'en rendre compte, elle rit, un rire clair, libéré, plein de lumière. Le docteur Ribeiro, qui l'observait de loin, dit doucement à l'infirmière « Regardez-la, on dirait qu'elle marche vers sa propre liberté. »« C'est beau, » répondit l'infirmière, « on voit ça rarement. » Elena leva la tête, les yeux brillants. « Je veux écrire à Afonso, dit-elle. »« Écris-lui, » répondit le docteur. « Dis-lui que la promesse est tenue. » Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, elle prit son cahier et sa plume. « Mon cher Afonso, aujourd'hui, j'ai marché. 3 pas seulement. Mais c'était comme traverser un monde entier. La douleur est forte, mais la joie l'est plus encore. Quand je serai guéri, je reviendrai. Et cette fois, je marcherai vers toi sans boiter. Dis à la terre qu'elle m'attende. » Elle posa la plume, ferma le cahier et sourit. Dehors, la pluie tombait encore, légère, rythmée, comme un cœur apaisé. Elena s'endormit en paix, la médaille sur la poitrine et le caillou sous l'oreiller. Dans ses rêves, elle revit le champ en feu, puis la pluie, puis le soleil levant. Et dans ce rêve, Afonso lui tendait la main, disant simplement « Viens, Elena, il est temps de danser. » Le train avançait lentement à travers les plaines du sud. Par la fenêtre, Elena regardait défiler les collines rouges, les champs de maïs, les rivières tranquilles. Chaque kilomètre la ramenait vers le passé, mais aussi vers une nouvelle vie. Elle toucha discrètement sa jambe droite. Sous la robe simple, une fine cicatrice rappelait les mois de douleur. Mais la jambe était droite, solide, vivante. Elle pouvait marcher. Elle pouvait même courir. « Merci », murmura-t-elle pour elle-même. « Merci à la vie. » Dans son sac, elle gardait le cahier, la médaille de Donna Ritinha et le petit caillou d'Afonso. Tout le reste, elle avait laissé à Curitiba. Elle ne voulait ramener que la force qu'elle avait trouvée là-bas. Quand le train s'arrêta à la petite gare du Paraná, le vent chaud du sertan la frappa au visage. Le même vent, la même odeur de terre et de café brûlé. Mais tout lui semblait différent. Les gens sur le quai la regardaient, surpris. Certains se souvenaient de la jeune fille qui boitait, mais celle qui descendait du train marchait lentement, droite, avec la tête haute. Elle ne fuyait plus les regards. « Elena, c'est toi ?» Une femme du marché s'approcha, hésitante. Elena sourit. « Oui, c'est moi. »« Mon Dieu, tu marches ?»« Oui. Grâce à Dieu, je marche. » Le murmure se répandit dans la ville comme une rumeur nouvelle, différente cette fois. Non pas la moquerie, mais la surprise, la curiosité, peut-être un peu de honte. Elena marcha jusqu'à la petite maison au bout du chemin. Sa mère, Donna Estela, l'attendait sur le seuil. Quand elle la vit, elle porta la main à sa bouche, incrédule. « Ma fille, c'est un miracle !» Elena se jeta dans ses bras. Elles restèrent là longtemps, sans parler, pleurant en silence. « Maman, tout est fini. »« Non, » dit la mère en souriant.
Tout commence. Le lendemain, Elena prit le chemin de la ferme d'Afonso. Le soleil était haut, les oiseaux chantaient. Chaque pas sur la terre rouge lui semblait une bénédiction. Elle arriva près de la clôture, là où il l'attendait souvent. Mais la ferme semblait vide. Elle appela doucement. « Afonso ?»« Rien. Juste le vent dans les eucalyptus. » Elle entra dans la cour. Un voisin sortit de la grange. « Vous cherchez Afonso ?»« Oui. Il est parti ?»« Non. Il travaille au champ, là-bas derrière la colline. » Elena remercia et marcha encore. Quand elle atteignit la colline, elle le vit. Afonso, le dos tourné, travaillait la terre avec sa houe. Le même geste patient, régulier, comme si rien n'avait changé. Mais quand il se redressa, essuya son front et la vit, il resta figé. Le silence dura quelques secondes. Puis il lâcha l'outil, fit 2 pas vers elle, hésitant. « Elena, est-ce bien toi ?» Elle sourit. « Oui, Afonso. Je suis revenu. » Il la regarda marcher vers lui, sans boiter, sans s'arrêter. Chaque pas semblait irréel. Il sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu marches ?»« Oui, tu marches. » Il rit. Un rire clair, plein de joie et d'incrédulité. Puis il la prit dans ses bras, sans dire un mot. Le monde entier sembla s'arrêter. Ils restèrent longtemps ainsi, serrés l'un contre l'autre, respirant le même vent, la même poussière. Enfin, Elena murmura « Je t'avais promis de revenir. » Et moi j'avais promis d'attendre. Ils s'assirent sous l'arbre où ils parlaient autrefois. Elena lui raconta tout. La douleur, l'opération, la première marche, la lettre qu'elle avait écrite mais jamais envoyée. Afonso écoutait sans l'interrompre, les yeux pleins de lumière. « Je savais que tu y arriverais, dit-il enfin. Moi, je ne le savais pas, mais je voulais y croire. » Le soir tomba doucement sur la campagne. La ville au loin commençait déjà à parler. Certains disaient « c'est un miracle ». D'autres murmuraient « peut-être qu'on a été trop dur avec elle ». Mais Elena ne voulait plus penser à eux. Elle regardait le ciel changer de couleur et dit simplement « Je ne veux plus vivre dans la peur, ni de leur regard, ni du passé. »« Alors reste ici, » répondit Afonso. « Ici, il n'y a que la terre, la pluie et moi. » Elle posa la tête sur son épaule. « Oui, Afonso. Ici, il y a tout ce qu'il faut. » Quand la nuit fut tombée, la lune se leva sur les champs. Le vent portait l'odeur du maïs et du feu. Afonso murmura. « Tu vois, Elena, le feu de la terre finit toujours par donner des fleurs. » Elle sourit. « Et moi je suis une de ces fleurs. » Ils rirent doucement et leurs voix se perdirent dans le bruit des grillons. Elena leva les yeux vers le ciel et pensa à Dona Ritinha, à sa mère, au docteur Ribeiro. Puis elle ferma les yeux apaisée. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait entière. Quelques semaines plus tard, le village préparait la grande fête de la moisson. Chaque année, on décorait la place centrale avec des guirlandes de papier, des lampions colorés et une grande table remplie de gâteaux et de café chaud. Mais cette année, quelque chose était différent. Les gens semblaient plus calmes, moins moqueurs. Un murmure courait partout. Elena reviendra à la fête. Personne n'y croyait vraiment, mais tous l'espéraient un peu. Le soir arriva, clair et doux. Le ciel, encore rouge du couchant, se couvrait peu à peu d'étoiles. La musique du sanfoneiro résonnait déjà sur la place. Les couples dansaient, les enfants riaient, les vieilles femmes parlaient de miracles. Elena s'était préparée avec soin. Une robe bleue simple, des cheveux tressés, un sourire calme. Sa mère la regardait, émue. « Tu es belle, ma fille. »« Non, maman. Je suis juste moi, enfin. » Elles descendirent ensemble vers la ville. Quand Elena apparut sur la place, un silence s'installa. Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains baissèrent la tête, d'autres ne purent détacher leurs yeux. Elena marcha lentement, droite, avec assurance. Son pas était ferme, gracieux, sans trace de boiterie. Les enfants qui jadis rièrent d'elle la regardèrent maintenant avec admiration. Afonso l'attendait près de la table des gâteaux, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Quand il la vit, il sourit, simplement, comme si tout le ciel s'était ouvert. « Bonsoir, Elena. »« Bonsoir, Afonso. » Il lui tendit la main. « Veux-tu danser ?» Elle hésita un instant, regarda autour d'elle. La musique venait de changer, lente et douce. Le sanfoneiro, qui se souvenait de la fête d'autrefois, esquissa un sourire discret et lança la mélodie. Elena posa sa main dans celle d'Afonso. Quoique, ils avancèrent sur le sol poussiéreux au milieu de la place. La musique s'éleva simple et belle. Et alors, devant tout le village, ils commencèrent à danser. Au début, tout le monde retenait son souffle. Puis un murmure parcourut la foule. « Regardez, elle danse !» Elena bougeait avec légèreté, son pas sûr, son visage lumineux.
Chaque mouvement semblait une réponse silencieuse à des années de douleur. Elle ne dansait pas seulement avec ses jambes, mais avec toute son âme. Afonso la guidait doucement, fier, ému, les yeux pleins d'amour. Ils tournaient lentement, leurs ombres se mêlant sous les lampions. Autour d'eux, le silence s'était changé en admiration. Quand la musique s'arrêta, personne n'osa applaudir tout de suite. Puis d'un coup, la place entière éclata en cris et en clameurs. Les gens riaient, pleuraient, frappaient dans leurs mains. Même Valdo et Neko, debout près de la buvette, restèrent muets, honteux. Elena se tourna vers eux sans colère. Elle marcha jusqu'à la vieille table, où reposait encore depuis des années une planche oubliée, la fameuse plaque de la reine des manques. Elle la prit, la regarda un instant, puis dit calmement « Ce bois a blessé, mais il servira à allumer le feu de ce soir. » Elle la jeta dans le brasier, sous les yeux de tous. Les flammes montèrent haut, éclairant la place entière. Personne ne riait. Tout le monde la regardait avec respect. La fête reprit avec une joie nouvelle. Les gens dansaient, riaient, chantaient. Elena et Afonso s'assirent un moment sur le banc près du feu. « Tu vois, dit-il doucement, tout finit par changer. »« Oui, répondit-elle, même les cœurs les plus durs fondent un jour. » Il lui prit la main. « Que veux-tu faire maintenant ? Vivre ?» dit-elle simplement. « Cultiver la terre, danser quand il pleut, et ne plus avoir peur. Alors je danserai avec toi à chaque pluie. » Ils rirent doucement. Plus tard dans la nuit, alors que la fête touchait à sa fin, le sanfoneiro joua une dernière valse. Elena posa la tête sur l'épaule d'Afonso. « Tu te souviens ? De quoi ? De la première fois qu'on a dansé, quand tout le monde riait. Oui, mais ce soir ils pleurent. Ils dansèrent encore lentement, comme si le temps s'était arrêté. Quand l'aube se leva, la place était vide. Les lampions s'éteignaient un à un. Le feu mourait doucement. Elena regarda le ciel rosir à l'horizon et dit « Le feu a tout brûlé, Afonso, même la honte. » Il hocha la tête. Et de la cendre, la vie renaît toujours, elle sourit. « Oui, maintenant je peux marcher vers demain. » Ils se prirent par la main et rentrèrent ensemble, leurs pas s'unissant sur la terre rouge du Paraná. Le vent se leva, léger, emportant la dernière fumée du brasier. Dans le silence du matin, on aurait juré entendre une voix lointaine, douce et fière. « Danse, Elena, la terre te regarde. » Et elle dansa une dernière fois sous le soleil naissant.